Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Meta Jiu-Jitsu. Je suis aujourd'hui en présence physique de Alex et Henrik de Meta Jiu-Jitsu. C'est un grand plaisir de les recevoir et d'enfin pouvoir faire un podcast tous les trois. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous nous avez demandé, qui va tourner autour de la préparation pour la compétition de Jiu-Jitsu brésilien. Et on va avoir l'occasion d'échanger nos différentes expériences et nos façons de faire. Avant ça, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à consulter notre site internet www.metajb.com sur lequel vous avez accès à différents services, les différents t-shirts et d'autres gammes qui arrivent. On a aussi des séminaires qui arrivent avec Alex et Henrik pour le samedi 4 février et on en aura d'autres. Aussi, je vous invite à suivre cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, la partager avec vos communautés et pareil pour Instagram et TikTok. C'est MetaJB, toujours la même chose. Et puis je vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va super bien. Retour des Europes, post-compétition, on récupère tout doucement. C'est cool de pouvoir être là, tous les trois, à Toulouse, et de s'entraîner à l'Académie Meta Jiu-Jitsu. Et on espère que cette semaine se passera très bien jusqu'au jour du séminaire qui se passera samedi. Qui se passera encore mieux. Ouais. Bien récupéré Henrik? Ouais, il y a encore des trucs qu'il faut voir sur les Europes. C'est Ouais. pas encore totalement terminé, mais sinon ça va. On est prêt pour cette semaine, ici à Toulouse, avec beaucoup d'entraînement et prêt pour le séminaire. Parfait ça. Du coup, ce qu'on a comme question, je sais plus qui nous l'a posé, mais on nous a demandé préparation compétition. Et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que ça englobe quand même pas mal de sphères qu'on aurait pu même diviser en plusieurs podcasts. Mais aujourd'hui, on va essayer d'englober un petit peu tout ça. Au niveau physique, vous, comment ça s'est passé pour la prépa des Europes? Combien de temps avant vous y êtes pris et comment vous préparez-vous chacun de vous physiquement pour cet événement? Je vais commencer. Déjà, la préparation physique, ma préparation physique à moi, il n'y a personne qui m'aide, j'ai pas de préparateur physique, je la fais moi-même. Ça fait un moment que je fais ça de mon côté, on va dire j'ai toujours fait de mon côté. Et du coup, je sais gérer mes cycles, je sais faire le choix des bons exos pour adapter à mon jiu-jitsu. Je sais quand est-ce que mon corps en peut plus, quand est-ce que mon corps peut tenir une charge d'entraînement élevée. Yeah. Et j'adapte mes entraînements en fonction de ça. Généralement, les cycles que je fais, c'est des cycles de 3 semaines. Je travaille beaucoup en force. Et la semaine pré-compétition, généralement, je diminue les charges. Je ne m'arrête pas totalement, mais je continue. Je m'entraîne 6 jours sur 7 en prépa physique. Prépa physique, on va englober aussi la partie cardio. Ouais. Du coup, prépa physique, c'est plus muscu, avec 2 entraînements cardio intenses, avec du HIIT par semaine. Ok, il y a un truc là qui m'interpelle de suite, enfin qui m'interpelle, moi je vois à peu près où est-ce que tu veux aller, mais je veux bien que tu me confirmes ça. Tu dis que tu fais les bons exos qui sont adaptés à ton jiu-jitsu. Est-ce qu'il y a une façon que tu recommandes aux personnes qui nous écoutent de choisir leurs exercices par rapport à leur jiu-jitsu? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un temps pour analyser quel mouvement je faisais dans le jiu-jitsu et quel mouvement je faisais pas du tout. L'exemple qui me vient en tête tout de suite là, c'est par exemple pour travailler les épaules. Comme je joue beaucoup avec un lasso, une spider ou avec un lapel, je vais beaucoup tirer le lapel et je vais faire une abduction de l'épaule jusqu'à 90 degrés à peu près. Mais j'ai jamais poussé mon épaule au-dessus de ma tête, j'ai jamais ramené mon bras au-dessus de ma tête. Donc tous les exos qui seront pour les épaules au-dessus de la tête, je les squeeze parce que c'est pas assez spécifique pour mon entraînement de jiu-jitsu. Après il y a des exercices qui sont de base et qui me servent à moi. Par exemple, je fais beaucoup de squats, je fais beaucoup de deadlift parce que quand je suis debout, j'ai beaucoup la posture cassée en avant et j'ai besoin d'une bonne chaîne postérieure par exemple pour me tenir toute la pression que je me prends. Donc j'adapte, je fais une analyse des mouvements que j'ai l'habitude de faire, les mouvements que je fais le plus, et je les retranscris dans mon entraînement de muscu. Ok. Avec des exercices qui sont des exercices polyarticulaires de base. Et après, il y a des exercices plus spécifiques, comme par exemple justement les élévations latérales, jusqu'à 90 degrés pour les épaules. Ok. Et voilà. Toi, Henrik, comment tu gères ça? Quels exos tu vas choisir pour ta prépa physique en jiu-jitsu?
Moi en ce moment, je me focalise pas autant dans des exercices genre pour mon jiu-jitsu. Il y a des exercices que j'utilise pour le jiu-jitsu comme par exemple les squats, les hip thrusts et beaucoup d'autres exercices, mais là je me focalise un peu plus en prise de poids et un peu dans la prise de masse parce que j'étais un peu léger dans ma caté. Là je pense que je suis bien, je suis dans le bon poids. Et je faisais partie musculaire comme on apprend au gymnase, genre pec, dos, les jambes. Je sais pas si c'est l'idéal pour le jiu-jitsu, mais j'ai essayé de faire Ce qui te convient, quoi. ce qui me convient pour ce que j'ai besoin pour le jiu-jitsu. Donc, genre, je vais pas dire que c'est des exercices où ça va m'aider pour faire tirer la garde ou faire une spider ou quelque chose, mais au moins pour ce que j'ai besoin, genre gagner du poids et de la masse. Je pense que ça a fonctionné. J'ai gagné au moins 4 kilos en Bien. faisant ça. Et j'ai essayé de manger un peu plus ici. Ouais, je pense que la partie alimentation, c'est vrai Ouais, qu'on l'alimentation. on n'a pas parlé, mais c'est un truc qui est hyper important, notamment pour les personnes qui... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en galère pour le poids, et notamment dans l'autre sens, des personnes qui sont en train de cutter à la fin de la prépa, et d'ailleurs ça c'est un truc qui me dérange personnellement. Il y a quelques élèves là, de méta qui sont allés à la compète, une semaine avant ils ont perdu 6 ou 7 kilos, je trouve que c'est vraiment trop. C'est trop. Ça a amené directement sur un cycle de blessures, direct. Et pour un autre, c'est... bon, il se passe la compétition sur Lisbonne, elle est intéressante parce que c'est une semaine, mais du coup, lorsque moi j'avais besoin d'un de ses élèves pour entraîner, il me disait qu'il pouvait pas parce qu'il avait peur de pas avoir assez d'énergie après pouvoir s'entraîner. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bel aspect que tu amènes là. Une deuxième chose que tu as dit, Henrik, que je trouve hyper pertinente, toi, tu réfléchis un peu moins que Alex sur tes exos pour te dire j'ai besoin de ça ou ça pour tel exercice. Ceci étant dit, moi je suis un petit peu dans le mix de vous deux, je me dis un peu comme Alex, quel mouvement, quel pattern utilise le plus. Mais ceci étant dit, on est quand même tous des humains. Donc finalement, on a tous deux bras, deux jambes, donc a priori on va tous tirer, on va tous pousser, on va tous squatter et ramasser des objets, donc faire tout ce qui est deadlift. Donc je suis un petit peu dans le mix de vous deux en cherchant aussi à intégrer cette dimension de ok, à chaque fois que je fais un mouvement, j'essaie de visualiser dans quelle partie de mon jiu-jitsu il est utilisé. Et ça c'est intéressant. Après pour ce qui est, je sais pas ce que t'en penses Alex, mais je sais pas ce que t'en penses, mais tous les exos que tu fais, de toute façon, peuvent te permettre, dépendamment de la charge, des reps que tu fais, et de l'intensité et du nombre de séries, à soit gagner du poids, soit prendre de la force, soit perdre du poids. J'allais revenir là-dessus parce que lui par exemple il disait qu'il était en bas de KT, il avait besoin de prendre du poids et de monter. Moi je suis plutôt dans le haut de la KT et j'ai... Pardon. Ah Seigneur. Donc j'ai besoin de faire attention quand je fais une compète pour me préparer. Et le truc que je veux pas justement, c'est aller à la salle et gagner du muscle et devoir perdre du muscle pour pouvoir faire la compète. Donc c'est pour ça que souvent on me demande pourquoi je travaille autant en force. Parce que moi je travaille ma force pure et je veux pas gagner de la masse. Je pesais 76 kg en kimono. Et je veux pas gagner de la masse. Ouais, faut remplir le kimono pour rien quoi. Remplir le kimono, surtout que je vais devoir perdre du poids. Si je perds du poids, ça va être du muscle, je vais me sentir mal, ça va augmenter mon risque de blessure, tout ça. Du coup, il y a ça aussi à prendre en compte. Quels sont les objectifs de chacun? Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Non, ça c'est évident. Il n'y a pas un truc que Henrik va faire, que toi tu vas faire exactement pareil, que moi je vais faire exactement pareil. Mais c'est plutôt en fonction de quels sont nos objectifs, où on est, par rapport à où est-ce qu'on voudrait être pour pouvoir adapter son entraînement. Et ça c'est important. Ouais. Et il y a un truc que tu disais, c'était cool, c'était au niveau de tes cycles. Toi, il y a quoi dans tes cycles d'entraînement? C'est-à-dire en termes de temps, de gestion de temps par rapport à la compète, comment ça se passe? Il y a un moment où tu fais toujours de la force, ou il y a un moment où tu fais de la force explosive, Ouais. Et il y a un truc que tu disais, c'était cool, c'était au niveau de tes cycles. Toi, il y a quoi dans tes cycles d'entraînement? C'est-à-dire en termes de temps, de gestion de temps par rapport à la compète, comment ça se passe? Il y a un moment où tu fais toujours de la force, ou il y a un moment où tu fais de la force explosive? Toujours de la force, sauf le cycle se passe sur 4 semaines, sur 6 semaines disons. Il va y avoir 4 semaines d'entraînement où là j'ai augmenté le nombre de la charge que je prends sur chaque exercice. Une semaine avant la compétition, j'ai baissé cette charge là pour pouvoir récupérer. Et une semaine après la compétition,
je fais exactement le même entraînement que j'ai fait avant pour réhabituer mon corps après le stress de la compétition. En plus, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je fais une compétition, j'ai un coup de mou après. Ouais. Genre, je suis exténué. Du coup, pour relancer la machine tout doucement, sans perdre trop sur les charges, sans oublier les patterns et pour la semaine d'après pouvoir revenir plus fort, ben, je refais une semaine post-compétition où je récupère. Ok, donc plus light sur l'après-compétition. L'après et l'avant. Ok, ok. Mais tes séances là, donc tu dis, tu as dit 6 séances, 6 jours par semaine. Comment c'est découpé cette histoire? C'est-à-dire que tu as 3 séances de muscu qui sont identiques. Comment si tu dois donner un petit peu quelques idées, quelques petits conseils, enfin en tout cas sur ta méthode à toi, comment tu répartis tes exercices et comment tu les groupes, comment tu gères ça? Je suis un schéma qui s'appelle le PPL, c'est le push-pull leg. Ok. Du coup, dans une séance, on va avoir tous les mouvements de poussée, dans une séance, tous les mouvements de tirée, et après, on va avoir les jambes. Dans tous les mouvements de tirée, il va y avoir beaucoup de travail biceps et dos. Ouais. Dans les mouvements de poussée, il va y avoir plus les travails pecs, triceps et épaules. Ensuite, dans les jambes, je travaille un jour par semaine chaîne antérieure et un jour par semaine chaîne postérieure. Ok. Évidemment, dans chaque séance, ce que j'aime faire, c'est de faire des petits rappels de petits groupes musculaires pour faire de la récupération active, pour préparer la prochaine séance. Par exemple, dans ma séance de jambes chaîne antérieure, je fais quand même du deadlift à la trap bar, mais très léger, pour préparer ma récupération, pour accélérer ma récupération pour la séance de samedi, où là j'ai tapé des séries entre 180 et 195 kg. Ça correspond à quel pourcentage de ton max, ça, ce que tu es en train de dire, là, 180-195 kg de deadlift? Ça doit être 80%. Tu sais que la courbe à la fin elle se stabilise. Mon max que j'ai pu faire jusqu'à maintenant c'est 2 reps à 200 kg deadlift. Ouais, ça se calcule sur un... Waouh, c'est fort ça. Ouais. Moi, mon dos, il tient plus ça. C'est quoi ton deadlift, ça? Le max que j'ai fait c'était 150 pour 10, mais après je me suis blessé. 10 à 150? Mais après je me suis blessé, donc j'ai T'es plus blessé où? au lombaire. Ah oui. Parce qu'il y a eu un mouvement où j'ai mal fait, Ouais. et j'ai senti le dos, et après... Après, t'es reparti comme ça, quoi. Ouais, Derrière les hanches, quoi. J'ai encore mal, ça fait genre un... Là ça va, mais j'ai passé 1 an et quelques avec des douleurs. Ouais. Et après, même dans les compètes, ça me faisait trop mal. Ah ouais, Ça me Barcelone 2021. Décembre. Décembre. Ma finale contre Fabioli. Le gars il est bon. Peut-être j'aurais perdu quand même, mais genre ça m'a bloqué pour Ouais, pour mais le je combat. comprends. J'ai fini le combat, je passais toute la journée avec plein de douleurs. Pour arriver jusqu'à l'NBRB, c'était terrible. Ah ouais, Pour marcher. Ok, Ouais. ok. Ouais, mais je comprends ce que c'est de combattre blessé. Je vais pouvoir nous en parler un petit peu, mais je vois un peu l'idée. Toi, Henrik, au niveau des cycles, là, tu dis tu as pour prise de masse finalement. Oui. C'est quoi que tu as fait en fait? Tu travailles sur des charges lourdes, des petits reps, des courts reps, tu fais comment toi? Genre la prise de masse, c'est pas comme il dit Alex, genre c'est pas le truc de remplir le kimono. Je me doute. C'est aussi pour éviter les blessures parce que je me suis blessé souvent ces derniers temps, même à l'épaule. Ça fait depuis le mois d'août que j'ai une blessure ici. Et, il faut gagner un peu de masse pour pas se blesser. Mais sinon c'est ça, je fais mon entraînement. Là en ce moment je hypertrophie un peu pour gagner un peu de poids et de masse. Et je faisais un peu comme Alex, la dernière semaine avant la compète, je diminue les charges, obligé, sinon après je suis trop fatigué pour la compète. Et la semaine après, ça dépend, ça c'est un peu différent, ça dépend comme je suis, tu vois. Si j'ai fait un combat, genre j'ai perdu ou 2 et je me sens bien, je pense que Tu retournes direct quoi. ouais, peut-être que j'enlève un petit peu, Ouais. un petit poids, tu vois, mais j'essaie d'aller direct. Mais sinon, ouais, la semaine, quand j'ai fait genre 5 combats dans une compète, après la semaine d'après je suis cuit, je vais couper un peu. Ah ouais, mais ça je comprends, hein, j'en fais les frais. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant dans votre prépa, je sais que c'est un des professeurs là-bas qui vous demande de le faire, c'est sur l'aspect cardio, il vous demande de faire des trucs assez brutals. Là. Ouais. C'est quoi, ça correspond à... Vous en parlez de ça?
Juste avant d'enclencher sur ce sujet-là, Henrik vient de soulever un point important, il disait gagner de la masse pour pas se blesser. J'entends souvent dire les gens je veux pas gagner de la masse, mon jiu-jitsu est pas basé sur la force. Ça n'a rien à voir. Merci. Oh, je suis fatigué. En fait, moi, ce qui me fatigue, c'est d'entendre des gens me dire oui, mais j'ai pas besoin de faire de la prépa physique, j'ai que besoin de faire du jiu-jitsu. Alors, je suis fatigué. non, qu'on soit bien d'accord. Avoir une masse musculaire qui est développée, ça a plusieurs avantages. Évidemment, on peut être plus puissant, plus fort, mais c'est aussi pour encaisser la charge d'entraînement et tous les traumatismes que le corps prend sur les tatamis. Et je pense notamment aux gens qui, par exemple, se prennent une projection, qui tombent mal, genre tombent sur l'épaule ou quoi, et il n'y a pas assez de muscles pour sécuriser l'articulation déjà, et puis pour faire comme un amortisseur. Ouais. Et qui tombent au-dessus de leur épaule, et puis tout d'un coup ils se démettent l'épaule, ou il y a la clavicule qui remonte. Moi j'ai de la chance, je pense. Et ouais, parce qu'en plus lui il s'est fait projeter, mais par un gars qui faisait 20 kg de plus que lui. Guillaume. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Il y a son poids qui tombe au-dessus de son épaule, plus le poids de Guillaume. Donc ça fait beaucoup. Je te mets conseil à mon épaule qui fait ça, j'ai la chance de. J'ai la chance de. Donc c'est rien de grave, tu vois. C'était le ligament, il avait juste un petite fissure, un truc comme ça. ouais, Une petite gestion. Oui, ouais, ça, micro. Mais du coup, ça c'est important les gars, avoir des muscles c'est pas forcément juste pour la performance, ça peut être aussi pour un aspect sécuritaire. L'aspect santé. L'aspect santé, c'est mieux d'avoir quelque chose qui se protège et qui nous protège, plutôt que d'à chaque fois de se blesser à l'entraînement, du coup ça c'était important. Donc ça on évite d'aller à l'ostéopathe, Ouais. au physio, Ouais, je suis complètement je sais d'accord. pas, même si ça fait du bien. Et puis voilà pour ça. Ensuite, pour enchaîner sur ta question sur le cardio, alors on a deux entraînements cardio. Avant, on avait déjà cet entraînement-là, mais c'était une fois par semaine. Là, on est passé à 2 fois par semaine. C'est du HIIT. Alors l'objectif, c'est au air bike, et juste au air bike, de faire 10 calories et de prendre le temps de repos le plus court possible entre 2 séries. Le total c'est de faire 10 fois ce circuit là, donc on va monter sur le vélo, on va faire 10 calories au airbike le plus vite possible. Le but c'est de faire monter les watts les plus haut possible. Les 10 calories sont atteints, on sort du airbike, on souffle, on repart, 10 calories, on descend du airbike, on souffle, on repart. Le but c'est d'avoir le temps de repos le plus court entre les 2 séries. Mais juste au début ça va, jusqu'à 3-4 premières séries ça va. Et ensuite, c'est juste horrible la sensation. C'est l'enfer. Parce qu'on essaye on se bat contre l'envie de vomir, on se bat contre les jambes qui brûlent. Moi, j'utilise beaucoup les bras plus que je devrais utiliser les jambes, mais du coup, j'ai les épaules et les triceps qui brûlent aussi. Donc vraiment, on est en souffrance. Ça, je trouve, c'est hyper intéressant comme aspect, notamment pour s'habituer à sortir de sa zone de confort complètement. Et c'est un truc qui me manque dans ma prépa. Malheureusement, je suis pas équipé en airbike, je peux le faire ailleurs, je sais, mais je suis pas équipé en airbike. Et c'est un truc qui est hyper important pour être habitué à être dans cette zone dans on n'en peut plus, mais il y a encore 4 séries à faire. Exactement. Et ça, je trouve que en plus de l'aspect cardio, il y a un aspect mental aussi. Clairement. Parce qu'on a fait le test, une fois on était entre guillemets punis parce qu'il y avait certains qui n'avaient pas fait le airbike 2 fois par semaine, d'autres qui avaient fait. Et du coup, comme la règle c'était faire 2 fois, on a fait cet entraînement de cardio là, juste avant de faire l'entraînement de compétition. C'était horrible. Mais du coup, on faisait des binômes cette fois-ci. Attends, et le pire c'est je pense que t'avais fait aussi le matin. J'ai fait le matin. On avait fait le matin, on a fait airbike après l'après-midi. Et après, direct entraînement de compétition. On était là, comme ça. C'était horrible. Et, mon Dieu. Et du coup, on a la composante aussi. Du coup, cette composante mentale. Des fois, c'est plus difficile de faire le airbike tout seul qu'à 2. Parce que même si on fait 200 calories à 2, dès que un finit, enfin moi la sensation que j'avais c'est j'ai un devoir envers moi-même, mais j'ai un devoir envers mon pote aussi. Ça c'est cool. Donc, ça c'est super cool. Donc je le faisais avec Léon, et à chaque fois qu'il sortait, je me disais je peux pas lâcher,
parce que déjà, même si je suis fatigué, il y a lui qui m'attend, du coup je repars. Et à la fin, pour le coup il était KO aussi Léon, et je lui disais vas-y termine, et après je nous sécurise le airbag. Et genre travail d'équipe, même si c'est une compo, enfin même si... Comme le jiu-jitsu. Exactement, genre sport individuel mais travail d'équipe. Ouais. Et ça c'était trop cool. Du coup, ça, au-delà de la composante cardio, il y a aussi la composante mentale qui... Ça c'est pas mal et on va y venir, mais du coup je trouve que c'est hyper sympa dans le sens, alors déjà communautaire, le mode équipe, et ça fait travailler cette notion d'équipe en dehors aussi du tatami. Oui. Et ça c'est une notion qui est hyper importante, surtout quand on va en compète, parce qu'on sait qu'on a les copains avec qui on a souffert derrière, ils savent ce qu'on a vécu, et même si tu as une tête de... Parce que j'ai en tête Léon là, qui rentre sur le deuxième jour dimanche, qui a une tête de un gars très serein, très calme, très machin. Et finalement, il a vécu l'enfer, entre guillemets, en termes de prépa avec vous. Moi, j'y étais pas cette année. Mais, et ça, c'est fort, je trouve. Tu dis, comme j'ai déjà fait le plus dur derrière moi, maintenant, je vais utiliser tout ce que j'ai fait, pour toute ma préparation, pour maintenant donner le meilleur de moi-même sur la compète. Et ça, c'est super intéressant. Cette notion d'équipe, de mental et de physique à la fois, c'est clean. Là, dans l'académie, j'ai pas encore mis en place totalement cette structure, c'est pas tout à fait possible parce qu'on est sur un lancement d'activité, donc on est au début. Il y a une équipe de compétiteurs, effectivement, de gens qui ont envie. D'ailleurs, on était 4 de l'académie, à s'entraîner à l'académie physique à y être. Mais l'idée, ce serait d'arriver vers quelque chose comme ça. Parce que j'ai eu une discussion d'ailleurs avec un ami avec qui je m'entraînais avant, qui me disait oui, mais dans mon académie aussi on fait de la compétition. Alors c'est bien de dire qu'on fait de la compétition, c'est une chose, mais compétition et compétition. Une chose c'est d'aller faire des open le dimanche une fois par mois, une autre chose c'est de s'entraîner au rythme dans lequel vous êtes à peu près, entre 2 et 3 fois par jour, faire ça et avoir une préparation physique qui est plus ou moins encadrée de loin ou de près par le préparateur, avoir quelqu'un qui est en charge plutôt de votre préparation sur le tatami, et éventuellement après si on a la chance d'avoir de la prépa mentale et ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on est sur une structure là dans laquelle vous êtes tous évolués en ce moment, sur un truc qui est quand même assez sérieux, et c'est quelque chose que je vais mettre en place et que on va mettre en place, on travaille ici. Ça c'est cool les gars, c'est vraiment pas mal d'infos sur la partie physique là. On va peut-être voir un petit peu comment vous avez préparé un petit peu techniquement le truc. Alors, dans la partie technique, nous, ce qu'on fait depuis qu'il y a eu la création de ce noyau compétition à Focus, on avait comme objectif de faire par semaine 10 heures de drill. Okay. Donc 10 heures de drill, c'est quoi? Ça peut être, ou alors il y a une technique qu'on maîtrise pas bien, du coup on va la driller simplement, genre juste mettre des répétitions. Ou alors, il va y avoir la partie aussi, j'ai fait ça pendant mon rôle, Nico a défendu comme ça, du coup il a bloqué mon jeu, du coup s'il doit faire ça, qu'est-ce que je dois adapter comme réponse? Du coup il y a un peu une partie exploration découverte pour maîtriser de mieux en mieux son jeu et puis développer ses connaissances techniques. Et ça on a nos petites habitudes avec qui on a l'habitude de s'entraîner, avec qui on a l'habitude de faire des binômes. Je m'entraîne souvent avec Hendrik pour faire des drills comme ça. Je sais que Chico il est souvent sur les tatamis aussi, ouais. Léon aussi. Donc on essaye juste de se réunir. Souvent on le fait avant un entraînement. Donc en dehors des horaires de cours. En dehors des horaires de cours, ouais. Parce que là, ce qu'on veut, c'est être le plus spécifique possible sur notre jiu-jitsu. À vous. On veut pas développer, même si par exemple passer à demi-garde c'est super important. Nous on n'a pas l'habitude, si moi j'ai pas l'habitude de passer comme ça, j'ai travaillé autre chose. Vraiment sur les points faibles de mon jeu, pour pouvoir être le plus performant possible pendant les rôles. Donc souvent comment on organise ça? Il va y avoir un cours à 11h, on va se donner rendez-vous à 10h. Comme ça, de 10h à 11h, on fait 1 heure de drill. Et ensuite, on fait le cours. Et si c'est possible, des fois, on le fait 2 fois par jour. Par exemple, le mardi, où on a un entraînement de compétition. Il y a plus d'entraînements dans la journée, mais comme l'entraînement de compétition, c'est le plus important pour nous, on va squeezer les autres entraînements pour se consacrer que sur l'entraînement de compétition. Et le matin, il va y avoir pareil 1 heure de drill. Et avant l'entraînement de compétition, on met souvent 1 heure de drill.
Donc du coup, on arrive comme ça, accumulé lundi, mardi, mercredi, ben, au final, on arrive le samedi avec 10 heures de drill. Et l'objectif du groupe est accompli. Et puis ben, chacun arrive avec un bagage technique qui est à chaque fois plus développé. Et voilà, c'est ça l'objectif. Ça c'est cool parce que pour le moment, comme le projet de l'académie c'est un projet qui est tout à fait récent, je crois que ça a 6 ou 7 semaines maximum, je suis pas sur une structure dans laquelle je peux permettre à tout le monde encore de venir sur des créneaux, des créneaux en dehors des cours. Ouais. Il faut absolument que je sois là dans un premier temps pour des raisons absolument logistiques. Ceci étant dit, cette chose de se donner rendez-vous pour bosser des choses qui vous appartiennent en termes de jiu-jitsu, pour moi, ça c'est la clé du travail personnel. Je suis d'avis dans tout ce que j'entreprends, que ce soit la musique ou le jiu-jitsu ou autre chose, qu'il y ait une partie de réflexion personnelle et de travail à faire en dehors des cours. Je peux aller à mon cours de basse autant de fois que je veux, si je ne le rebosse pas à la maison, en fait, ça sert à rien. D'accord. Ça s'applique de la même façon au jiu-jitsu, et c'est pour ça que je trouve hyper intéressant d'apporter aussi cette culture ici, en tout cas en France, parce que j'ai récupéré pas mal de personnes qui viennent de différentes écoles, et c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont eu l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qu'on leur a enseigné. Et aujourd'hui, là où j'essaie de planter cette habitude, c'est sur l'open mat. Sur l'open mat, je me suis rendu compte que, alors, si je leur dis, ceux qui ont besoin de bosser la technique, la bossent, ceux qui font des rolls, ceux qui font technique, ceux qui veulent discuter de jiu-jitsu, font ça, je me rends compte qu'on est rapidement, en tout cas on était rapidement au début, sur, les gens ils marchaient autour du tatami, ils ne savaient pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? J'aime pas tout à fait cette démarche, mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme, j'en ai la certitude. Je force les gens pendant une demi-heure à choisir le répertoire de leur jeu qu'ils veulent travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ok, open mat, j'enlève à l'association open mat égale faire la guerre. Petit A. Si je trouve pertinent de prendre du temps pour bosser sur mon jeu, c'est quelque chose qui va me faire plaisir, c'est quelque chose qui va me faire avancer, c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, donc je suis en train de recréer des connexions, en plus sur une façon de travailler, donc comment travailler. Et en plus, si j'aime ça, au lieu de faire la guerre une deuxième fois dans la semaine, parce qu'il y a un créneau déjà pour ADA qui est créé, et en fait je peux continuer à le faire. Oui, je peux juste regarder, mettre un chrono, 3 minutes à mon tour, ou 5 minutes, ou 10 minutes. J'échange avec mon partenaire, qu'est-ce que je veux comme réponse, qu'est-ce que je veux comme réaction, et je peux travailler ma situation. Et ça donne ce que vous faites, qui finalement est déjà impliqué beaucoup, c'est déjà en place, cette façon de réfléchir, parce qu'on a aussi Paquito qui a œuvré aussi beaucoup pour ça. C'est le mec qui reste après les cours pour bosser un truc spécifique et qui arrive avant les cours aussi évidemment comme vous pour le faire. Et malheureusement en France, en tout cas dans les écoles que j'ai faites, j'ai pas encore trouvé ça, donc ça je pense hyper important de le mettre en place. C'est juste ça que je voulais dire par rapport à ce que tu m'as dit, parce que vous ça vous paraît tellement normal de vous donner rendez-vous de façon autonome en dehors des cours pour le faire, et c'est pas forcément le cas partout. Mais tu vois, peut-être Eric va revenir en France, c'est ce que je vais dire, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que Paquito il a toujours fait des positions sur les tatamis en plus, mais il n'y a pas eu des gens qui se sont dit « Ah bon, on va faire comme Paquito ». C'est parce qu'au début, on a été un peu entre guillemets forcé aussi, parce que notre objectif c'était de faire 10 heures de position par jour, et ça, quand on a signé on s'est mis d'accord sur la team compétition, c'était le truc qu'il fallait pas retirer de ce commun accord là, c'était les 10 heures de position. Parce que la position est toujours perfectible, les techniques sont toujours perfectibles. On va peut-être arriver à un seuil si on va faire de la prépa physique, alors que la technique, tout ça, on peut toujours. Donc forcer les gens à faire des drills, c'est très bien, et montrer l'exemple, comment on réfléchit, c'est très bien, parce que c'est pas inné. Non. Paquito, il essaie je sais qu'avec moi, il a essayé de synthétiser ça le plus possible. Il m'a dit, Alex, c'est simple, tu roules, il y a un problème, tu essaies de comprendre c'est quoi le problème, et tu essaies de trouver une solution. C'est peut-être un peu vague dit comme ça, mais c'est ça qui se passe pendant le rôle. Si par exemple quelqu'un arrive à passer ma garde, j'ai resté, comment il a fait ça? J'ai retourné avec lui. Si la première fois j'ai pas été assez attentif, s'il me l'a remis une deuxième fois, ok, donc là il y a vraiment un problème. Penser comment il l'a fait, comment je pourrais défendre. Ensuite expérimenter.
explorer un peu c'est quoi les différentes options que j'ai sous la main pour pouvoir faire face à cette attaque-là. Et ensuite, je vais réessayer un rôle avec lui. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche pas, on revient. La première idée marche pas, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, etc. etc. Donc, c'est pas inné, c'est pas naturel de faire des drills comme ça, de se donner rendez-vous. Mais comme nous on était forcés pendant un moment, ben après c'est devenu naturel. Et ça, je pense que ça va vraiment marcher dans ce sens-là. C'est que les gens vont adopter cette culture. Surtout que ça marche. C'est un processus, une façon de penser qui marche. Donc, des fois, quand on est un peu réticent à l'idée de faire quelque chose, quand on voit les résultats, ben en fait, que tu aimes ou que tu aimes pas, des fois, ben, on s'en fiche un peu, c'est que ça marche. Et peut-être Henrik va venir appuyer, va aller dans le même sens. Parce que moi, au début, mec, Paquito était là, il me disait bon, qu'est-ce que tu veux travailler? Et moi, ouais. Non mais tu sais que ça, je sais que je devrais pas, et je prends sur moi aujourd'hui. Mais au début, quand je leur disais, qu'est-ce que tu vas travailler toi? Bah cette réaction, elle m'énervait au plus haut point quoi. Ça m'agaçait. Je disais attends, t'as vu tous les randonnées que t'as fait mercredi? Est-ce que t'as tout gagné? Non? D'accord. Tu t'es fait passer? Oui. Tu sais toujours pas ce que tu vas travailler? T'as réussi à passer ma garde? Non. Tu sais toujours pas ce que tu travailles? T'as réussi à finaliser tous tes combats? Non. Tu sais toujours pas ce que tu vas travailler? Et ça m'a agacé quoi. Ben oui, parce que toi tu es déjà dans le processus où il faut que tu trouves la réponse. Eux ils sont même pas dans le processus, il faut que je comprenne que j'ai fait une erreur. Ouais. Et une fois que la personne a compris que les erreurs il va y en avoir plein, souvent le rôle qu'on redoute le plus c'est celui qu'on doit faire parce que c'est lui qui va nous exposer le plus. Et après il faut revenir et travailler dessus quoi. Ah, ça me paraît évident. Des fois c'est juste un détail qui fait toute la diff. Mais il faut avoir conscience qu'il y a eu une erreur et qu'il peut y avoir une solution. Et il faut l'identifier. Du coup toi Henrik, là si on parle préparation technique pour la compète, comment tu as organisé ta prépa technique? Est-ce que tu as travaillé par registre? Est-ce que tu as toujours fait ton jeu durant tous les entraînements et t'es venu ajouter de nouvelles techniques? Est-ce que au contraire tu restes sur ce que tu fais déjà? Comment tu gères ça toi? Bah, c'est comme Alex, c'est toujours aller, genre essayer de réparer les erreurs qu'on a fait pendant les rôles et dans tous les entraînements, on va dire comme ça. Bon, au début c'est comme Alex disait, on faisait pas des positions, on faisait que rouler, on pensait pas à corriger les erreurs, tu vois. Mais il y a eu un moment où Pacto nous a dit vraiment, vous allez jamais sortir d'un certain niveau si vous continuez comme ça, sans faire en plus. Des positions. Après, oui, il y a eu Manuel qui nous a dit de faire les 10 heures de position. Vraiment, il a parlé avec nous pour qu'on le fasse, on l'a fait. Et on continue à le faire parce qu'on a vu que ça porte ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. Et pendant les entraînements, on voit les erreurs qu'on fait. Des fois, je fais pendant une semaine la même position pour pouvoir la perfectionner. Parce que ça suffit pas de. J'ai fait l'erreur aujourd'hui. Demain, je vais faire la position et c'est bon, je sais ce que je dois faire. Et après, pendant le roll, je vais refaire la même erreur parce que je ne l'ai pas assimilé. Ouais. Je sais c'est quoi, mais je n'ai pas assimilé. Mon corps n'est pas habitué à ça. Ouais, genre, on continue à le faire. On a toujours les horaires, comme il a dit Alex, avant les entraînements de compète. Surtout, on prend toujours 1 heure pour faire des positions. Même le matin, ces jours-là, on fait des positions. Je pense que c'est très important de le faire et ouais, essayer de forcer les gens à le faire parce que ça va devenir, comme tu as dit, ça va devenir l'habitude. Et c'est ça qui va faire en sorte que le jiu-jitsu évolue. Exact. Et aussi remarquer un truc que moi avant je savais pas trop me positionner dans les positions. Donc je me blessais souvent. Et j'ai commencé à faire des positions, j'ai commencé à avoir moins de blessures. J'ai trouvé drôle, mais ouais, avant je me blessais avec des trucs genre n'importe quoi. Maintenant, je commence à comprendre comment je dois positionner mon genou. C'est quand que je peux, genre, d'un nicote, avancer. Même si je me suis fait mal l'autre jour en faisant un nicote. Ouais, je pense que ça porte ses fruits. Ouais, ça t'aide à apprendre à comment positionner ton corps de façon safe déjà. Ouais, c'est ça, c'est comme on disait, peut-être il y a toujours une façon de perfectionner sa technique. Un truc bête, il sait faire la technique, des fois ça marche, soit ça marche pas, des fois il se blesse, juste parce que la technique n'est pas assez propre. Oui. Son schéma moteur n'est pas encore assez développé. Oui. Du coup là il faut mettre des répétitions Ouais. jusqu'à ce que le mouvement il sorte le plus clean possible. Résultat, il se blesse moins,
ces passages fonctionnent mieux. Et il devient un vrai cauchemar pour les autres athlètes. Et là, j'en profite d'avoir la parole pour rebondir sur un truc qu'il a dit là. Il a dit que il peut pas. Il a compris qu'il y avait une erreur. Il peut pas faire une séance de drill et c'est bon, ça y est, c'est résolu. Ça, on en avait parlé une fois quand on a parlé de l'entraînement spécifique. Oui. En fait, il y a plusieurs stades. À partir du moment où, ok, j'ai intellectualisé la chose, mais mon corps sait pas faire. Donc du coup, j'ai commencé à mettre des drills. Je vais répéter. Ensuite, on va augmenter la résistance. Et maintenant, je vais choper un autre truc qui s'appelle le timing. Quand est-ce que je peux le faire, quand est-ce que je peux pas le faire. Et aussi, le fait de faire du spécifique, faire des drills normaux, juste des répétitions, faire du spécifique pour avoir un peu de résistance en face, etc. Ça amène à quoi? Ça amène à avoir une technique qui est plus propre, une technique qui nous permet une posture pendant le combat qui nous amène à pas nous blesser, parce que la technique, on sait la faire maintenant. Et le savoir technique qui augmente et le savoir-faire aussi qui augmente. C'est trop bien ce que tu dis là, Alex, parce que je fais directement le parallèle avec la musique. Hein. J'essaie à chaque fois de me représenter des concepts simples maintenant, surtout pour expliquer aux autres, en fait. Et parfois, passer que par le jiu-jitsu, ça parle pas aux gens. Alors j'essaie de trouver vraiment des modèles qui sont très basiques, que je pourrais expliquer à des enfants, parce que c'est aussi un projet qui va être développé au bout d'un moment. Et en fait, ce que tu es en train de dire sur ce timing, alors c'est comme en musique au début, tu as une musique que tu connais, que tu veux apprendre, mettons que c'est une technique, tu peux la jouer au ralenti tout seul, sans avoir le tempo ou le beat qui tape derrière, ça va le faire. Par contre, quand il va falloir que tu joues tout seul en concert et que tu sois en accord avec le batteur, à la vraie vitesse, ça va être autre chose. Ouais. Et pour ça, il faut driller. Donc tu drilles, tu mets un métronome, tic, tac, tic. Au début, ça va lentement. Et puis à un moment, il faut saisir le temps. Il faut être toujours dans le temps, jouer exactement les bonnes mesures au bon moment, les bonnes notes au bon moment, être en accord avec chanteur, avec guitariste, avec pianiste. Et c'est exactement la même chose. Incroyable ce parallèle. Et moi, à chaque fois qu'on parle de spécifique, j'ai ça en tête en fait. J'ai exactement ça en tête et on répète toujours le passage qui va pas. Ah ok, entre le couplet et le refrain, ici, ça bug. Là-bas, c'est pas avec la batterie. Ou la guitare est pas avec le piano. Ok, on reprend. Moins vite, on reprend. Ok, arrête, à toi, on reprend. Et c'est exactement le même processus à chaque fois. Et ensuite, ce que tu disais sur le spécifique, ça c'est intéressant parce qu'hier on a eu un stage avec l'équipe de France, avec l'équipe de Melki Galvan, et il parlait sur les spécifiques. En fait, quand on commence à mettre en application du coup les drills, qu'on commence à impliquer de la résistance, et ce dont tu as déjà parlé, c'est effectivement de commencer avec des gens qui sont techniquement en jiu-jitsu moins bons que nous dans ce répertoire. Pourquoi? Raison très simple. Tu commences à faire ta technique, que tu as commencé à bosser, ton in-cut, tu commences à le faire avec une ceinture noire, que tu n'arrives jamais à passer, ça va jamais marcher, tu vas te frustrer, tu vas essayer d'autres choses qui vont être différentes des formes que tu as travaillées en drill, finalement ça ne marchera jamais. Tu commences avec des gens qui sont plus faibles, entre guillemets, que toi, physiquement, ça marche, ok, ça marche, je prends confiance, je peux recommencer. Ok, j'ai un taux de pourcentage de réussite qui est vraiment satisfaisant, un 9 sur 10, un 8 sur 10. Je change, on va passer sur de la ceinture bleue, on va dire. Puis du violette, puis des gens qui me mettent un petit peu plus en danger. Au fur et à mesure, tu prends confiance dans ta technique et tu dis « Ah, j'adore ces tables-là, j'adore ça. Ça marche, c'est bon. » Quand tu commences avec les ceintures blanches et que tu vois que rien fonctionne, tu es là « Non !» Et puis au bout de 4-5 semaines, tu vois, tu arrives à passer ça sur des ceintures noires. Parce que tu as fait que ça pendant 5 semaines. Là, la gratification est... Ah ouais, là c'est grand. Ah ouais. grand. Là on respecte les 4 étapes là, de compétences inconscientes. Enfin bref, Ouais. ça, ces trucs-là, ce schéma qui est vraiment intéressant. Et ça c'est cool. Autre chose, juste pour conclure sur la technique, est-ce que vous avez cyclé au même titre que sur le physique votre prépa technique? Parce que là on a parlé beaucoup du fait que vous rencontriez vous ensemble. Mais est-ce que du coup dans la sélection des cours, on t'a dit que tu choisis le cours, vous choisissez les cours qui vous intéressent le plus, mais comment vous répartissez ça? Est-ce que vous... Alors je sais il y a 10 heures de drill, ok ça c'est une chose. Quelle est la place des cours fondamentaux dedans, enfin des cours classiques on va dire, quelle est la place des cours de compétition, et quel contenu y mettre si les gens ils doivent retirer quelque chose de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter dans leur entraînement, vous pensez qu'ils pourraient faire une différence, en tout cas dans la prépa de compétition? Waouh.
Est-ce qu'on a cyclé déjà le travail? Non. Ok. Le travail n'a pas été cyclé puisqu'on travaille de la même façon depuis le début du noyau compétition. Donc il n'y a pas eu de cycle. Par contre, peut-être dans la façon dont on aborde nos problèmes, il y a plusieurs. Par exemple, le truc qui me vient en tête tout de suite, c'est est-ce qu'on a les capacités physiques pour faire passage et garde. Si par exemple tu es blessé, des fois tu vas devoir choisir un pan plus que l'autre. Est-ce que tu as plus de problèmes dans la garde ou dans le passage? Qu'est-ce que tu souhaites développer, etc. etc. Peut-être que ça peut, si on parle de cycle passage-garde par exemple, ça peut conditionner. Moi, des fois, au feeling, je vais faire la garde. Ah, ma garde est bonne. Ah, mon passage, tout d'un coup, il est fragile là. On va revenir sur le passage. Ok. Donc, ça, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas s'il y en a qui cyclent différemment. Ouais, non, pareil. Moi, genre, même avant les Europes, je sentais que mon passage n'était pas très bon. Je commençais à essayer à driller plus le passage. Parce que, par exemple, je roulais avec David. Souvent, il me mettait des lassos, c'était difficile de passer. Il me suivait des fois de façon que je comprenais pas. Donc, Je me suis focalisé. Imagine pas que dans le lasso, mais j'ai essayé de focaliser ça parce que c'était ça où je commettais plus d'erreurs. Mais aussi je voyais d'autres aspects du passage, comme par exemple les leg drag et tout ça, parce que c'est des trucs que souvent ça va apparaître dans le rôle. C'est obligé que en 5 rôles de 5 combats dans une compète, et souvent tu vas devoir mettre un leg drag ou une toreada. Ouais. Donc, Ok, moi je vous demandais ça parce que du coup, on a mis en place, comme vous savez, le camp Europe dans l'académie physique. On n'a pas eu beaucoup de gens en extérieur qui sont venus s'entraîner, c'est ok. Par contre, de l'académie, même des personnes qui n'ont pas forcément combattu au camp Europe sont venues se joindre à cette préparation-là. Et ça, je trouve ça hyper cool. On a eu quelques personnes de l'extérieur, c'était pas la majorité, mais on s'est retrouvés le matin avec parfois 12 personnes qui viennent s'entraîner à 7h du matin. Génial ça. Ça pendant 3 semaines. Donc ça, c'est une réussite et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on remette en place, notamment pour les événements un peu plus importants, peut-être les mondiaux, peut-être les championnats de France, que je sais que c'est très important pour les Français. Et j'ai essayé de découper quelque chose pour proposer quelque chose qui était un peu plus orienté vers des situations de jeu, tout comme tu fais un push-pull leg, je fais à peu près la même chose sans que ça s'appelle comme ça, en essayant d'isoler les phases de jeu, pour essayer de ranger le jeu dans la tête des gens, de façon explicite. Du coup, on avait un jour une dominante garde, mais on se doute bien que si un jour il y a dominante garde, pour jouer la garde, il faut quelqu'un qui soit au-dessus. Okay. Un jour, il y avait une dominante passage. En faisant varier, est-ce qu'on est sur des gardes à chaîne cinétique fermée ou ouverte? Fermée à savoir garde fermée, 50-50, demi-garde, demi-profonde, etc. Et garde ouverte, ce sont les gardes ouvertes. Ça, c'était une chose. Les passages plutôt en pression, plus à distance, selon le type de garde. On a travaillé aussi les sorties de position difficile. C'est quelque chose que tu m'avais dit que vous avez travaillé aussi, mais pas forcément dans le cycle de compétition directement. Non, dans le programme normal. Et ça, c'est intéressant de voir quel est l'impact du programme normal sur votre préparation de compétition. Ça, je trouve que c'est un sujet peut-être on pourra aborder plus tard, ça peut être cool. Mais c'est en ça que je parlais beaucoup dans le cycle. Et ensuite, l'aspect guerre, effectivement, comme sur le airbike et comme pour les séances dures, pour se mettre en condition. Ce qu'on a rajouté même à la fin, c'était guerre, compète, juste une personne allait combattre avec une autre, les autres assistaient autour. On avait 2 coachs. Les 2 coachs donnaient une stratégie, la tactique de jeu appliquée sur le combat, sans la donner à l'adversaire. À la fin du combat, chacun des participants, chacun des combattants, devait deviner, avant que ce soit révélé, quelle était la tactique de jeu de l'autre. Et ça, c'est un truc qui est hyper important sur la partie coaching aussi, parce que des fois, on n'a pas forcément son coach qui est là pour regarder, donc c'est bien de pouvoir compter sur les copains et qui on s'est préparé, ça c'est hyper important. Dans votre cas, par exemple, moi je ne suis pas préparé avec vous, j'essaie d'être derrière à crier, chose qui me paraissait un petit peu évidente, mais je ne suis pas préparé avec vous.
Et la deuxième chose, être capable d'appliquer ce que dit un coach lorsque le mental flanche et on ne sait pas exactement vers où il faut aller, on n'a pas vu les combats en amont de la personne qu'on va analyser. Et ça, je pense que ça a toute sa place aussi dans la préparation de la compétition. Complètement. Et c'est un truc qu'il va falloir peut-être qu'on réitère et qu'on va retravailler, Oui. peaufiner, mais c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Ouais. Juste rajouter, si aussi on parlait de cyclage, là c'est pas nous du tout, c'est pas sous notre contrôle, mais je sais que Manuel Paquito, en fonction des compétitions qu'on va faire, l'entraînement de compétition change. Les exercices qu'on fait pendant ces entraînements-là changent. Par exemple, un truc bête, mais les temps de combat changent, le temps de repos change. Exactement. Et les World Pro, la préparation était faite avec des rounds plus courts, Oui. parce que 6 minutes. World Pro 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, et là on était sur non, plus, puisqu'on faisait des exercices avec 2 rôles de 10 minutes, 2 rôles de 8, 4 rôles de 6. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça dépend du jour. Manuel il faisait genre jeudi il faisait ça, mardi il faisait un autre truc. Mais tu vois, il y a un cyclage dans en fonction de la compétition qui arrive, quel exercice, quelle charge de travail on va avoir à l'entraînement de compétition. Ça oui, ça c'est cyclé, mais on n'a aucun contrôle là-dessus à chaque fois qu'on fait un entraînement de compétition. Et c'est aussi le but de cet entraînement-là, arriver dans un entraînement sans savoir ce qu'on va faire. Ça me rappelle un peu le crossfit, cette histoire. On sait juste, C'est une surprise. c'est une surprise, on sait juste que ça va être dur. Point. Ça me rappelle vraiment le crossfit. Et du coup, sur l'aspect mental, c'est assez intéressant. Bah, peut-être on va peut-être même passer à ce sujet-là, là, c'est le moment. On a parlé du coup de l'aspect physique, on a parlé de l'aspect technique. Qu'en est-il de la préparation mentale? Et ça, je fais un petit clin d'œil à Méditation qui nous commande tout le temps nos petites vidéos. Je sais que Paul qui nous écoute. Aujourd'hui, on va partager un petit peu comment vous avez préparé ce championnat d'Europe sur l'aspect mental, de façon consciente ou inconsciente, ou active ou plutôt passive. C'est quoi, vous, vos petits tips que vous pouvez recommander à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Vas-y, commence-toi. L'aspect mental, je peux dire que moi, pas pour les Europes, mais pour le World Pro, j'ai fait un petit. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai suivi une coaching ouais, sur YouTube, une brésilienne qui est coaching. Et là, j'ai fait coaching de Mika Garvan, beaucoup de gars connus. Genre, c'était la visualisation le jour de la compète. Ok. Ça, c'est un truc que j'avais fait. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour la compétition à Abu Dhabi. Parce que je m'imaginais dans le moment là-bas présent, genre ce que j'allais faire, du moment que je sors de l'hôtel jusqu'au moment où je gagne la médaille et aller dire à tout le monde que j'ai gagné. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Il y avait vraiment ça là-bas dans la vidéo. Ouais. Même bon, je suis resté en deuxième, j'ai pas gagné, mais C'était une bonne ça performance. je pense que j'ai fait une bonne performance. Je venais de la blessure à l'épaule, genre je me suis entraîné un mois bien, sinon avant je me suis arrêté plus d'un mois peut-être. Yes. C'était ça, genre je sortais de l'hôtel, j'allais jusqu'à la compète, je regardais l'arbitre, tout le monde qui était là-bas. Et en faisant ça tous les jours, ça m'a aidé à être calme dans le jour J. Ouais. Bien sûr j'avais le stress, mais je pense que ça m'a aidé parce que j'avais besoin de quelque chose qui me guide pour ce jour-là, parce que j'avais pas quelque chose. Genre les autres compétitions de l'année 2022, beaucoup de compétitions j'étais pas bien, genre mentalement, parce que je me sentais pas bien quand je combattais. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Pour cette compétition, je me suis focalisé. Ok, alors moi ma question là, c'est t'as réussi à faire t'as réussi à faire un truc qui t'a plu, qui t'a convenu pour ce World Pro, où tu fais deuxième, tu fais une super belle compète. Enfin, je regardais ça de loin. Pourquoi tu n'as pas essayé, ou est-ce que tu as essayé plutôt, la question c'est ça, est-ce que tu as essayé de retranscrire cette prépa mentale, ce travail que tu as fait en amont, sur le championnat d'Europe, et qu'est-ce que ça a donné du coup sur le championnat d'Europe? Et c'est ça, j'allais en venir là, championnat d'Europe, c'est que j'ai pas fait ça. Et je pense que j'ai tombé dans le même. J'ai refait la même erreur de pas trop penser à l'aspect mental. Genre, j'ai fait le premier combat, je me suis senti bien, j'ai terminé le combat vite fait, mais dans le deuxième, j'ai rentré avec un doute déjà. Qu'est-ce qui te fait douter du coup à ce moment-là? Le gars, tu l'avais déjà vu, tu l'avais déjà combattu ou... J'ai vu, genre, j'étais dans l'Instagram pour connaître la personne, pour voir s'il était bon dans le jiu-jitsu et tout ça.
Bah, j'ai vu que ça va, il était bon. Et après, quand je suis rentré dans le tatami, j'ai vu que le gars il était là pour gagner, tu vois. Mais dès la première saisie qu'il m'a fait, j'ai vu que, je sais pas, je me suis pas bien senti dans ce moment-là. Ok. Je pense que j'aurais dû travailler plus la partie mentale. J'étais dans le combat, je voyais genre 2 minutes pour finir le combat, j'aurais pu attaquer, mais il y avait quelque chose qui me freinait, tu vois. Ok. Euh, Est-ce que tu étais je pense- impressionné ou est-ce que juste tu croyais pas que tu pouvais gagner à ce moment-là ou c'est quoi qui... je sais pas, peut-être, je pense que je croyais pas que je pouvais gagner parce que après en regardant le combat, je me suis dit non, moi, c'est pas moi ce gars-là, tu vois. T'es combattu, ouais. Ouais, genre, Parce que moi, en regardant le combat depuis la barrière, et pas Paquito ce jour-là, du coup, pas encore en tout cas, et Alex a vu le même spectacle que moi, mais à aucun moment je te voyais perdre ce combat en fait. Juste peut-être moins agressif que sur le premier, ou... oui, j'étais pas agressif. Après, on dirait que j'étais pas concentré dans dans les techniques que je faisais. Genre, je rentrais pas dans le jeu que je voulais rentrer. Genre, mon jeu que. La main dans la. Contre la manche. Dans la manche et dans le pantalon. Quand je l'ai mis, je l'ai perdu. Je pense que j'étais pas à fond. Il y avait quelque chose qui était pas bien. Et c'est ça, je pense que j'aurais dû travailler plus cet aspect-là. Et j'ai compris que d'ici jusqu'au prochaine compète, c'est C'est sûr un que je truc ferai. à refaire, donc du coup Ouais. ne pas perdre cet outil visualisation de compétition. Ça c'est peut-être un message qui peut être intéressant pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a plein de gens, et moi compris, qui sont, comment dire, sensibles à ces étapes de préparation de visualisation de genre la compète. Et tu fais ce travail de Je fais ce travail de visualisation, et d'ailleurs je suis triste, ça c'est pour l'anecdote, mais je me suis fait voler ma valise au retour du championnat d'Europe, et j'avais mes bouquins de prépa mentale, Ah, et j'avais mon petit carnet où je notais mes petits exercices, les exercices que je fais moi-même au réveil le matin, avant de dormir le soir, ce genre de choses. Et je me suis fait piquer, je me suis fait voler ma valise avec tous mes bouquins. d'accord. Sur Atomic Ah, Habits, c'est chiant. préparation Ouais. mentale, ce genre de choses. Et du coup, ben, à la fois, bon, je me sens triste parce qu'on m'a volé, et aussi, ben, je suis triste parce qu'on Mais ça- m'a enlevé mes outils, quoi. C'est Enlevé ça. mon matériel, quoi. Et toi, du coup, tu fais cette préparation mentale-là en autodidacte dans ton coin. Tu apprends et tu mets en place les C'est ça. stratégies qui sont. C'est ça, parce qu'en fait, pendant un moment, quand je vivais au Portugal, j'avais un coach mental pendant un moment, le même qui a coaché Paquito et Guilherme à des moments où ils pensaient arrêter le jiu-jitsu parce que c'était dur et différentes raisons. J'ai trouvé ça intéressant, efficace, mais pour autant, j'ai jugé que c'est quelque chose que je pouvais faire en autodidacte. Tout comme j'ai déjà eu des coachs en prépa physique, Caratan, à l'époque où il bossait Oui. machin, à workout. Ben, c'est quelque chose que je juge que ben, je l'ai assez travaillé, je l'ai assez poncé pour pouvoir me mettre dedans. Peut-être à tort, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est intéressant, si je me replace comme athlète, on enlève le contexte de donner des cours, c'est intéressant d'avoir des gens sur qui tu peux décharger ce genre de Exactement. tâches. Tu peux compter, qui sont de confiance, qui vont t'aider à atteindre ton objectif. C'est ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il se passe que bah, j'ai pas forcément quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi, et du coup, j'ai décidé de le prendre en charge. Et le matin, au lieu de me réveiller et de scroller, etc., bah, plutôt je commence par ça. Et ça m'aide à voir clair sur pas mal de choses, sur la façon dont j'envisage le sport, pourquoi je le fais, comment je le fais, et notamment la compétition. Et c'est vrai que du coup, pour ma part, pour la prépa des championnats d'Europe, il y a pas mal d'exercices sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, notamment relaxation, méditation, active ou passive, en faisant d'autres choses ou non, la visualisation du jour de la compète, la visualisation du moment du combat, visualisation de l'entrée sur le tatami, qui reste un moment pour moi clé et fort dans la compétition. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Ceci étant dit, c'est pas forcément l'outil qui va faire gagner, mais je pense que si le mental est là, le reste suit beaucoup plus facilement. Oui. C'est un maillon important de la chaîne. Il ne peut pas être négligé. Il peut pas être négligé et il faut absolument qu'il soit là. Pour certains, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à ça, en tout cas ils se disent pas sensibles à ça, mais je pense que c'est un facteur de performance qui est évident. En fait, quand je vois des fois, alors c'est des Brésiliens beaucoup, mais il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, mais du coup j'ai rencontré Protasio à la compétition, et je vois sa façon de marcher, se comporter, machin, que
bon, il aime ce sport, il est connu dans ce sport, c'est une référence quand même dans ce sport, dans le jiu-jitsu brésilien. Et quand j'ai croisé dehors le lendemain, donc c'est-à-dire hier, non, oui, 2 jours après, donc hier, je le vois marcher dans la rue, marcher un peu comme un voyou, un peu. Et je sens cette nonchalance qu'il est capable aussi de donner dans son jiu-jitsu. Et je lis son personnage, et c'est le même en fait. Ouais. Pour ma part, je sais que je suis plutôt une force tranquille. Je suis pas du tout du style à provoquer ou de quoi que ce soit ou machin. J'essaie de plutôt me canaliser et donner le moins d'informations possible, plutôt poker face et ce genre de choses. Mais je lis un personnage, et je sais que ce genre de personnage-là, il va arriver dans le même... En fait, je vois le même Protasio qui marche comme ça dans la rue, qui est le Protasio que j'ai combattu. Ouais, dans l'échauffement, il était avec une de ses écouteurs, et il était avec sa veste à capuche là, qui commençait à couvrir jusqu'à ses yeux, jusqu'ici, il était là en train de chanter et danser dans l'air d'échauffement. Et tu voyais que dans sa tête, il se disait c'est bon, je suis meilleur. Exactement. Personne n'arrive à la cheville, quoi. Exactement, sauf qu'après il y a Tainan qui l'a tendance à... Bon, bref, Protasio, si tu nous entends, y a pas c'est de la bienveillance, pas de soucis. Mais en tout cas, du coup, effectivement, le fait de travailler sur ses limitations, ses croyances mentales, ça, c'est un truc qui est hyper important. Se dire, je vais à la compétition, alors oui, je vais m'amuser, oui, je vais tout donner, performer au meilleur. Il y a des choses pour lesquelles je suis ok, d'autres un peu moins. Dans un des bouquins que je lis, il dit en anglais, en gros, vise toujours l'or, t'arrêtes pas à l'argent. C'est une façon d'envisager la compétition. Aujourd'hui, ma ligne directrice pour la compétition, et même si c'est pas exactement ce que les gens ont pu voir dans le combat que j'ai fait, que j'ai perdu du coup contre Protasio, c'est surtout donne tout. En fait, encore une fois, ma frustration elle vient plutôt du fait de ne pas arriver à montrer mon jiu-jitsu et faire mon jiu-jitsu plutôt que de perdre. Si j'ai perdu et j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai tout donné, parfait, contrat est rempli. Si je gagne et que j'ai pas fait mon jiu-jitsu, ben j'aime pas plus que ça en fait. Ça m'est arrivé de monter sur des premières marches de podium. Bravo Nico, bravo. Non, pas bravo, c'était nul quoi. Je vais pas te le dire parce que voilà, tu vas penser que je me fous de toi et tout ça, mais en fait non, c'était nul, j'ai pas du tout aimé le championnat. Au contraire, des fois j'ai pas fait de podium, j'ai fait des combats assez incroyables et j'étais heureux. Bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai que cet aspect mental, je sais pas comment toi tu l'as géré cette fois-ci, Alex, est-ce que tu l'as préparé pour les Europes? Mais je pense que c'est quelque chose il faut pas passer à côté de ça. J'ai parlé avec un prof de judo et de jiu-jitsu là, il y a 2-3 jours, et il me disait que lui, il voyait pas la nécessité de faire ça. Parce que normalement, si le travail a été fait en amont, il veut dire si tu t'es donné dur dans les entraînements, sur le physique et sur le tatami, c'est pas nécessaire. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Je sais pas que... Ouais, mi-figue, mi-raisin par rapport à cette approche-là. Je l'ai, mais tempéré aussi. Donc, je comptais dire un truc sur la partie mentale, et au final, là en vous écoutant, il y a plein de trucs qui viennent à ma tête. Moi, c'est... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 dernières semaines de 2022, j'étais malade et du coup je pouvais pas m'entraîner. Je pouvais quasiment pas sortir du lit. Du coup je me suis ni entraîné ni technique ni physique, et j'ai commencé à voir mon corps changer parce que je suis arrivé tout maigre à la salle pour les premiers entraînements de cette année, et j'ai même dit à Paquito, je pense que ma prépa pour les Europes terminée quoi. Je vais y aller mais ça sert à rien. Et déjà là il m'a dit non, c'est pas ça du tout la mentale, c'est pas en te disant ouais mais j'aurais pu, ouais mais si, on oublie tout ça. Ça s'est passé, il y a des trucs qui sont passés, qu'est-ce que tu fais avec ce qui te reste maintenant? Il y avait un influenceur, je reprends ces mots, mais il disait il faut regarder le tableau des échecs, là, la table des échecs, l'échiquier, et il faut voir si, quelles sont les pièces qui nous restent pour pouvoir gagner la partie. Et pas dire avec des si, mais si on fait que, non, on laisse tomber, on se concentre sur ce qui arrive. Du coup, il me disait, c'est ça, et puis être intelligent.
Du coup, ben, ça m'a remotivé un peu pour terminer ma prépa. Et puis il y a un truc que j'ai en moi depuis que j'ai fait ma première année de médecine. Il y a un truc que je me disais tout le temps, parce que c'est un concours à l'époque, il y a un truc que je me disais tout le temps, c'est le soir quand j'étais dans mon lit, c'était est-ce que j'ai fait le maximum ou est-ce que j'aurais pu faire mieux? Fort. Et ça me permettait de juste ben, me coucher l'esprit tranquille le soir. Si jamais un jour j'avais vacillé, j'avais fait un truc que je devais pas ou si j'avais pas étudié, le soir quand j'étais là, je me disais est-ce que j'ai vraiment tout donné? Non. Ok, donc demain il va falloir on remplit les objectifs et après on voit si nous reste du temps pour faire autre chose. Et ça, je pense que je l'ai gardé depuis cette année-là, que ce soit ben, dans ma vie de tous les jours ou alors même sur les tatamis. Est-ce qu'à chaque entraînement, j'ai tout donné? Est-ce qu'à chaque prépa physique, j'ai tout donné? Est-ce qu'à chaque cardio, j'ai tout donné? Et ça revient à ce que le coach de judo jiu-jitsu il disait. Oui, il y a une certaine confiance à retirer de ça. Et ça t'enlève une certaine pression. Savoir que tu n'aurais pas pu faire mieux, que tu as tout donné, ça t'enlève une certaine pression. Et du coup, ça te permet d'arriver moins stressé et moins te laisser submerger par un flot d'émotions. Parce que le jour de la compétition, il va falloir rester assez lucide. Et moi, je sais que si je laisse mes émotions reprendre le dessus, ben, j'ai le doute, j'ai la peur, peur du résultat, peur de la performance. Juste en me refocalisant, en me disant ouais, mais en fait, t'as tout fait. Tu t'es entraîné 2, 3, 4, 5 fois par jour. Est-ce que tu veux faire plus? Non, t'arrivais le soir, des fois t'avais même pas envie de manger pour pouvoir te reposer. Donc non, t'as tout donné. Et ça effaçait tout de suite le doute de est-ce que je suis suffisamment prêt ou pas? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Non, ben, c'est bon. Et du coup, tout ça pour ne pas avoir de regrets après la compétition. Gagner ou perdre, je me suis détaché de ça. Parce que j'essaie de ne pas dépendre du résultat de la compétition. Enfin, je dépends plus du résultat de la compétition pour me dire si je suis content ou pas, si je suis heureux ou pas. Avant, ça a été quelque chose qui me nuisait. Parce que je gagnais une compétition. Comme je l'ai dit, première partie de ma ceinture violette, je gagnais rien du tout. Du coup, j'étais tout le temps démoralisé, frustré, parce que j'attachais de l'importance au résultat. Et je voyais tous mes partenaires d'entraînement faire des podiums et arriver sur la première marche. Et moi, je passais même pas mon premier combat. Du coup, j'étais tout le temps démoralisé, tout ça. Et que récemment, où je me suis détaché du résultat, je me suis dit, ah non, mais c'est pas important. Et là, ça a commencé à aller mieux. Il y a autre chose aussi que je me dis, et j'ai revu ça dans une publication sur Instagram de, comment elle s'appelle, Tatiana Ribeiro. Tatao Ribeiro. Tatao. Et elle disait Matao Morer. Et Leandrolo aussi il disait ça. Et ça c'est un truc qui a résonné longtemps dans ma tête aussi. C'est ben, tu y vas. Tu vas pour tout donner, tout laisser sur le tatami. Si tu arrives entre guillemets, à tuer l'autre, tu gagnes. Mais si tu as tout donné et que lui il arrive à te tuer aussi, il n'y a pas de problème. Cool. C'est une mort noble entre guillemets. Et aussi ça influence un coup de mou que je peux avoir dans certaines compétitions. En vérité que j'ai à chaque compétition. Comme tu disais, tout contente par de l'argent et vise l'or. Je sais que j'ai un coup de mou quand on est en demi-finale. Où il y a une partie de moi qui commence à me chuter à l'oreille. Non, c'est bon, tu as fait podium, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as fait podium, tu as besoin de faire plus vraiment? Et c'est un peu un son parasite qui est là derrière ma tête et que je combats. Du coup, il y a 2 combats qui se font en même temps, peut-être même 3 si jamais je suis mort du quart de finale. Donc, il y a une partie importante où je dois essayer de tout le temps me concentrer sur les choses que je veux réellement et essayer de diminuer le maximum le bruit qu'il y a autour. Du coup, les combats les plus durs généralement, mais aussi les combats qui sont les plus beaux,
ben, sont les finales pour moi. Où vraiment, ben, je me souviens de finale de World Pro, où j'avais cette petite voix dans la tête, et je suis parti, et j'ai quand même combattu pour... j'ai perdu à 15 secondes de la fin, et parce que l'autre était bon aussi. J'ai finale de catégorie Lisbonne Open, où j'étais mort physiquement, mentalement, j'avais plus de ressources. Et là, je commence à me refocaliser sur mon objectif principal, sur les valeurs qui me sont propres. Et là, j'ai fait les plus belles finales de toute ma vie, les plus belles finales de toute ma vie, etc. etc. Et tout ça pour dire que moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de se poser la question de est-ce que vous avez tout donné à la fin de ce que vous avez fait. Si la question c'est oui, c'est bon, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire mieux, déchargez-vous de toute responsabilité, déchargez-vous de tout doute, pression, parce que si c'est vraiment le cas, vous êtes sur le bon chemin, indépendamment du résultat, que ça gagne, que ça perd, on se détache de ça. Du coup ça c'est le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est est-ce que vous avez des regrets ou est-ce que vous avez des histoires à raconter à la fin de l'épreuve. Ça, Alex. C'est beau, ça, Alex. Bien, franchement, c'est super bien résumé. Quel conseil tu donnerais pour finir sur ce chapitre, toi, Henrik, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, au niveau mental, s'il faut retenir quelque chose, s'il fallait partir à quelque chose au niveau de la prépa mentale? Bah, négligez pas le mental parce que je pense que 90% de ce que tu vas faire dans les compétitions, c'est le mental. J'ai toujours entendu dire ça et je pense que c'est vrai parce que moi, plusieurs fois, j'aurais pu peut-être faire mieux que ce que j'ai fait, même si j'aurais perdu le combat. Au moins, j'aurais pas, comme Alexis, j'aurais le regret de ne pas avoir fait. C'est un truc qu'il faut que je travaille et c'est ça, il faut jamais négliger cette partie-là. Je pense que c'est une des plus importantes parce que si tu es bien mentalement, après les entraînements, la compétition, tout ce que tu vas faire, tu vas être bien, tu vois. Il n'y a pas d'autre chemin. Nice. Ça nous emmène sur un sujet dont on parle trop peu souvent, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube ou Instagram de grands champions du monde qui gagnent tout, des Tainan et tout ça, qui nous lisent des interviews, mais il y a tout l'apport stress et partie mentale de la vie, en fait, les conditions de vie, Oui. Travail, enfants pour ceux qui en ont, crédit, enfin toutes ces choses-là qui viennent aussi parasiter ou influencer la performance qu'on donne sur le tatami en compétition. Et ça, c'est peut-être un truc qu'il va falloir qu'on aborde dans ce podcast. Alors, on a parlé de l'aspect mental, qui est super important, et comme je le disais, qui est réellement influencé par nos différentes conditions de vie, statut, travail, obligations scolaires, étudiantes pour ceux qui le sont, et ce genre de choses. Comment est-ce que vous gérez vos différentes situations en tant qu'athlète? Quand je dis athlète, c'est pas pour dire qu'on est les plus forts du monde, c'est vraiment pour souligner ce statut de personnes qui s'entraînent et qui cherchent à performer au plus possible dans la compétition en s'entraînant dans une structure qui est faite pour ça. Comment est-ce que vous organisez votre vie du coup autour du jiu-jitsu et comment ça influence performance en compétition? Alors, si moi je dois parler de ma situation à moi, comme je suis photographe et vidéomaker en freelance, du coup, j'ai pas vraiment d'obligation. Je peux organiser ma semaine, mon emploi du temps, un peu comme je veux. J'ai un résultat à rendre, j'ai un produit à rendre à la fin, mais je peux choisir à quel moment de ma journée je le prépare. Et donc, ça me permet d'avoir une vie qui est plus organisée. Je mets au milieu le jiu-jitsu. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que comme tu parlais d'athlète là, en fait quand on est athlète on vit plusieurs vies. On a une vie d'athlète et on a une vie de personne normale. Et on n'a pas 48 heures pour une journée, on a quand même 24 heures. Comment on s'organise avec ça? Moi ce que j'aime faire c'est que j'organise ma journée autour du jiu-jitsu et ensuite je fais les tâches qui sont en rapport avec mon activité de freelance. Du coup, si je veux faire la journée typique de vie ma vie, c'est je me lève le matin, je prends mon petit déj, je vais à la salle, je fais mon premier entraînement de muscu,
Je fais mon premier entraînement s'il y a des drills à faire, je fais mes drills. Sinon, je fais mon entraînement de jiu-jitsu. Ensuite, je reviens chez moi, déjeuner, pause déjeuner, et je commence à bosser sur mes projets photos et vidéos. Ensuite, le soir, je repars encore une fois à la salle et je fais mon deuxième entraînement ou peut-être troisième entraînement de jiu-jitsu de la journée. Et ça me permet d'avoir une certaine flexibilité et que ce soit pour les compétitions, ça me permet par exemple, je sais que je vais avoir une compétition, par exemple les Europes, ça me permet de préparer du taf en avance pour être déchargé la semaine d'avant, pour être déchargé la semaine de la compétition, pour être le plus focus possible sur ma compétition. Et ça, c'est un bon compromis de faire du freelance. Et après, il faut être par contre très autonome dans la gestion et l'organisation. Et puis comprendre qu'on n'a pas vraiment le temps pour entre guillemets décompresser. Quand je rentre chez moi, il n'y a jamais un jour je me dis je vais regarder une série. En fait, dès que je sors de l'académie, j'enlève ma casquette d'athlète et je mets ma casquette de freelanceur. Et j'alterne tout le temps entre les deux. Il n'y a aucun moment où je me dis j'allais au cinéma ou j'allais au resto. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est fatigant parce que du coup, ça veut dire que tu es en fait tout le temps actif. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans notre façon de fonctionner, notamment lorsqu'on est sur les formats podcast où on est tous les deux ou qu'on travaille sur les différents projets sur Meta Jiu-Jitsu, c'est vrai qu'en fait, quand t'es pas au Jiu-Jitsu ou quand je suis pas, on s'appelle et ça parle taf en fait finalement. Ouais. C'est toujours, c'est non-stop quoi. Mm-hmm. Est-ce que ça c'est pas mal? Il y a un truc qui est intéressant que tu as dit, qui est en termes de logistique, tu l'as dit sans le dire, mais en fait tu fais beaucoup d'allers-retours entre chez toi et la salle. Ouais. Une chose qui peut être intéressante pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez optimiser et mettre le Jiu-Jitsu pas forcément au centre, mais en tout cas le placer en tout cas dans les choses qui sont importantes, il y a cette notion de trouver une salle, bon, forcément qui nous plaise, qui soit raccord avec nos valeurs, ça c'est des choses hyper importantes, mais aussi en termes de logistique, trouver quelque chose qui soit à proximité. Je parle notamment pour les personnes qui sont nouveaux parents, pour les personnes qui ont ou des enfants déjà à gérer, ce genre de choses, parce que ça c'est des personnes qui sont hyper impliquées, mais malheureusement des fois c'est pas toujours possible l'organisation. Et en termes d'organisation, au niveau du taf, entrepreneur, c'est vrai que je parlerai de ma situation après, c'est quelque chose qui donne quand même pas mal de flexibilité, notamment sur un événement comme le championnat d'Europe. Oui. Parce qu'en fait, pas tout le monde peut se permettre de se dire chef, donne-moi une semaine de lundi à dimanche, parce que je vais aller faire du jiu-jitsu brésilien. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et même financièrement, c'est quelque chose qui a un coût. Oui. Il faut pas négliger ça non plus. On a pas mal de gens qui s'entraînent au jiu-jitsu et qui n'ont pas forcément une condition de vie qui leur permet de payer les trajets, la compétition, le logement, la bouffe pendant la semaine. La bouffe sur place. Et ça, c'est quelque chose qui vient influencer aussi directement le mental des gens. Oui. Je dis mais maman, papa ou je sais pas qui a mis tant d'argent pour que je puisse être là, donc ça me crée une obligation de résultat. Ok, donc on vient rajouter un stress en plus. Je me suis entraîné, j'ai fait tout ça, mais en plus je dois rapporter la médaille, sinon mes parents ils vont arrêter de me payer des trucs. Ou mon sponsor qui me donne à manger ou qui me paye mon loyer. Il y a ces petites choses-là auxquelles il faut aussi penser, donc c'est pas forcément tout à fait vrai pour les personnes, je grossis un peu les traits, mais les masters qui ont déjà normalement, en théorie, une situation de vie un peu posée, mais on n'est pas tous dans cette situation de vie-là, et c'est intéressant du coup que tu nous détailles un petit peu dans quelle situation tu évolues. Et du coup, ça vient influencer le mode fatigue aussi, peut-être. Oui, il y a un truc que je suis tout le temps à fond, j'adore ça, mais en fait, il y a des jours où tu me parles pas 5 minutes, si j'ai aucune interaction pendant 5 minutes, je pourrais m'endormir, tu vois. À Abu Dhabi, on a fait le voyage pour Abu Dhabi par exemple. Je sais pas combien d'heures par jour je dormais, mais ça dépassait les 12 heures. Je connais ça. Ça dépassait les 12 heures. Il fallait faire 110 km, 120 km pour sortir d'Al Ain et pour aller à Abu Dhabi. Même si on roule à 160 km/h là-bas, je dormais facilement 90% du trajet. Je me réveillais beaucoup plus tard, j'allais au lit beaucoup plus tôt.
Et je sais pas ce qui m'a fait. Peut-être le fait d'avoir vraiment un changement de rythme brutal. Où, ok, maintenant tu passes juste en récupération, tu vas pas t'entraîner tous les jours, tu as juste un combat, tu as juste un jour de compétition, et en plus, t'as pas besoin de cutter. Du coup, j'étais mode récupération plus, et je dormais énormément. Et ça m'avait choqué la quantité d'heures de sommeil que j'avais récupéré ou que je faisais quand j'étais à Abu Dhabi. Chose que j'ai pas pu faire là, et je me dis même, c'était peut-être le truc le plus désagréable de cette préparation là, c'est impossible de dormir correctement la semaine pré-Europe où je me couchais tout le temps, je dépassais tout le temps mes cycles de sommeil, mes cycles de sommeil étaient plus courts. J'allais plutôt vers 1h30 du matin au lit pour me réveiller à 7h30, 8h le lendemain. Et s'il y avait un truc à améliorer par exemple dans cette prépa là, ce serait se préparer à l'avance encore plus pour pouvoir se décharger de stress et de travail pour cette semaine-là. Là, cette semaine, c'était un peu. Enfin, pendant la semaine pré-Europe, c'était une semaine un peu spéciale, puisque vu que cette semaine-ci, samedi 4 février, on a un séminaire, il fallait le préparer aussi, et il y avait un peu ce stress-là dans ma tête. Donc, peut-être pour les prochaines compétitions, il n'y aura pas ce stress-là, et j'espère que je pourrai ajuster ces trucs, ces cycles de sommeil là. Mais la fatigue, très important, facteur très important. Qui augmente les risques de blessures. Oui, et des fois j'ai presque quelques gouttes de sang dans mon café, donc Ça pimente. c'est ça. C'est ça. Donc pour toutes mes prépas et même dans la vie de tous les jours, je compte beaucoup sur la caféine pour me maintenir. Comme béquille, quoi. Voilà. Comment tu gères, toi, Edric, de ton côté, ta vie de sportif et de côté, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es étudiant encore? Oui, je suis à l'université, je fais sport. C'est STAPS, du coup, en France, l'équivalent, quoi. Ça s'appelle STAPS. Peut-être, je sais pas. Ça s'appelle STAPS. Donc, ma journée, genre, imagine, toutes les journées ne sont pas pareilles. Parce qu'il y a des jours où j'ai plus charge horaire à l'université. Donc, ma semaine, c'est genre le lundi, pour commencer, j'avais cours de 11h à 5h de l'après-midi. Bon, je ratais 2 cours à la fin, mais pour sortir plus tôt pour aller m'entraîner. Ou je m'entraînais, genre, je me réveillais à 6h et quelques du mat pour aller faire muscu, pour après être à 11h à l'université. Je ratais quand même les 2 cours à la fin. Et genre, mardi, j'avais rien. Et les autres jours, c'était plus tranquille. Mais genre, le fait de devoir être à l'université, être concentré là-bas, ne pas penser au jiu-jitsu, je pense que c'est du temps que. C'est pas que je perds, tu vois, mais Je comprends. c'est du temps que j'aimerais bien être en train de faire du jiu-jitsu et investir, et que je peux pas parce que. Bon, je pense que quand on ne gagne pas de l'argent avec le jiu-jitsu, il faut toujours avoir quelque chose qui nous donne un truc sûr pour le futur. Yeah. Moi, je veux le jiu-jitsu, mais je fais toujours ça au cas où le jiu-jitsu ne marche pas. En plus, c'est un truc qui se rapproche un peu du jiu-jitsu parce que c'est du sport. Je peux faire toujours quelque chose avec le jiu-jitsu. Mais ça devient fatigant après la fin de journée, principalement quand j'ai les courses physiques. Comme début d'année, j'ai eu basket. Le prof, il nous tue. Genre le matin, je faisais prépa physique. Après, je mangeais, j'allais faire le cours de basket, c'était horrible parce qu'il fallait courir. Après, j'avais mal aux jambes. Je me reposais genre 1h30 pour après. Bon, j'allais au cours des kids, j'avais encore 1 heure pour. Au cours des kids, tu es assistant prof. Oui, ouais. J'étais là, bon, ça, je me reposais un peu. Mais bon, il y avait le jiu-jitsu, tu vois, donc j'ai pas eu un moment pour me reposer vraiment. Genre, pour me poser, la 1h30 de repos, c'est sortir de l'université pour aller à la maison, manger. Et genre une demi-heure pour vraiment me reposer, mais bon, une demi-heure c'est pas suffisant pour récupérer des heures d'entraînement et de physique et mental. Donc ça devient fatigant parce que je suis chez moi, je prends le métro pour aller à l'université.
je suis là-bas pendant la journée. C'est plus le lundi, mais les autres jours, c'est genre mercredi, c'est quand j'ai le jour physique, c'est un cours, mais c'est physique. Donc ça devient. En fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, Pareil, je m'arrête. vraiment, t'as 100% Parce que c'était du genre 2h30 de physique. À l'université, je reviens en métro pour après aller chez moi, je reprends le métro pour aller à l'entraînement, et après reprendre le métro pour venir à la maison. C'est du temps que je passe pas en train de faire du jiu-jitsu, là, beaucoup de temps. Et c'est les voyages, concentration dans un truc, c'est pas le jiu-jitsu, mais qu'il faut que je le fasse. Et après, il faut que je m'organise pendant la semaine, parce que c'est pas que les horaires de l'université qui changent, si c'est les horaires des entraînements de jiu-jitsu, comme par exemple mardi et jeudi l'entraînement de compète, c'est plus tôt. Donc genre j'avais la chance là, mardi ne pas avoir cours, mais jeudi genre je demandais la voiture à Alex pour aller à l'université et revenir, pour ne pas rater l'entraînement de compète. C'est... L'organisation, quoi, du coup. Ouais, Grosse faut que organisation. je m'organise. Et ça devient fatigant, mais ça fait partie du processus, parce que si j'aurais pas... Comment dire? Si la vie c'est que des fleurs, je pense qu'après quand tu gagnes, genre t'as pas le même goût, tu vois. C'est ça, mais du coup, quand vous partez tous les deux, alors Alex comme freelance et toi comme étudiant, vous partez au World Pro et vous vous battez, et je dis ça pour le World Pro, mais ça peut être n'importe quelle compète, Ouais. bah, il y a aussi un mérite là-dedans, en fait. De se dire que bah, vous performez. J'ai parlé aussi avec le professeur pour Pour pouvoir y arrêter aller, les cours. Ouais. exact. Non, il y a une C'est certaine, toujours un risque. il y a une certaine notion de mérite derrière qui est bah, de tous les sacrifices et de tous les efforts que vous mettez en œuvre pour pouvoir faire du jiu-jitsu à ce niveau-là. Et ça, c'est super intéressant. Après, tu me dis qu'il y a énormément de transport, donc en termes de déplacement, il y a des choses que bon, tu es obligé de le faire. Ouais. Ça, c'est des choses peut-être. Et je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent d'ailleurs en voiture. Casque, podcast, vidéo de jiu-jitsu, en l'occurrence temps de déplacement, transport en commun, il y a des choses que tu peux mettre en place, ça peut être intéressant. C'est vrai. Des choses peut-être les gens peuvent utiliser, quoi. C'est pas forcément du temps toujours perdu dans les transports, en tout cas je pense qu'il faut l'optimiser en tout cas. Je pense que, enfin à l'époque où je vivais au Portugal, j'étais dépendant de ces lignes de métro qui sont beaucoup trop longues, surtout pour la matos. C'est vrai que j'essaie au maximum. Ouais, des fois je prends le téléphone, je vois quelque chose d'intéressant, mais bon, s'il y a les fois où tu penses à ce que tu vas faire. Comme par exemple, je vais à l'université, des fois je pense j'ai un examen à faire, tu vois. Et même j'ai dû rater des cours. Genre, normalement, par exemple, je suis pas allé à volleyball parce que. parce que je suis pas volleyeur. Ouais. Parce que pas de ceinture d'or en vrai. Non mais je pense que j'étais confiant que j'allais passer, tu vois. Donc j'ai raté, et si j'aurais pas raté ce cours là, genre le mercredi soir, je pourrais pas m'entraîner. Oui. J'y suis, donc j'ai raté. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à le faire. Je suis allé à l'examen final, j'ai tout fait. Mais bon, si c'était un truc, une matière plus difficile, si j'aurais raté, ça serait plus compliqué. Et surtout, là pour les Europes, c'était fatigant parce que j'ai passé la semaine avant en train d'étudier pour les examens. J'ai eu un jour où j'ai eu 3 examens. Genre, j'étais vraiment fatigué mentalement et physiquement. Et je pense que ça a pu influencer aussi. Ça, c'est un peu partie mentale que je parle, mais ça a pu influencer aux Europes parce que cette semaine-là, je voulais me concentrer dans le jiu-jitsu, mais j'ai pas pu me concentrer totalement. Je comprends. Je pense que je me suis même concentré plus dans l'université que le jiu-jitsu. C'était une semaine difficile. Je me suis pas entraîné. Aussi, je me suis pas entraîné comme normalement parce que c'était la semaine pour commencer à relâcher un peu. Mais mentalement, c'était difficile. Donc, j'ai dû m'organiser pour pouvoir étudier. Il y a eu des moments où j'ai dû étudier le soir, après les entraînements, les cours. J'étais mort. Mais ça a valu la peine, tu vois. Parce que au moins, j'ai pas laissé des trucs en arrière. Mais bon, pour le jiu-jitsu, c'est vrai que c'était pas... Ma question, c'est ça, c'est est-ce que tu dis c'était difficile, tu as dû t'organiser, etc. Il fallait que tu priorises, mais est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Est-ce que c'est mieux de réussir tous ces examens et de faire l'impasse sur cette semaine de préparation-là, parce que il y a les examens, et ensuite tu fais avec ce que tu as pour les Europes, ce qui te reste pour les Europes, ou alors faire l'impasse sur l'université et dire non, en fin de compte, j'ai allé.
puisque j'ai l'opportunité de passer des examens à la fin de l'année, je fais l'impasse sur l'université et je me focus sur le jiu-jitsu. Je pense que j'ai bien fait parce que si j'aurais pas fait ça, après j'allais être dans les Europes avec la préoccupation de pouvoir étudier. Donc je pouvais même pas étudier parce que déjà j'étais pas chez moi. Certainement j'allais pas prêter attention à ça. Il y avait les Europes, il y avait beaucoup de choses à voir. Mais je pense que j'ai bien fait, comme ça j'ai pas eu plus de préoccupation. Là j'ai rien à faire d'université. Mais bon, dans les deux cas, il y aurait un bon point et un mauvais point. Comme tout. Ouais, comme tout. Il faut faire des compromis tout le temps. La vie est faite de compromis. Aussi, bon, j'ai eu genre 5 examens dans une semaine. C'est les profs, si les profs auraient mis avant, peut-être que je serais plus tranquille la dernière semaine, mais bon, c'était pas possible. On a dû faire j'ai dû faire comme c'était possible. Et ouais, mais l'idéal c'est de ne pas avoir d'examen avant. Ça me paraît évident. Et quand je parle avec les professeurs, des fois, ils m'aident, genre, est-ce que je peux rater ce cours-là parce que je vais avoir une compète. La plupart des fois, c'est tranquille. Ils sont quand même sympas. Hein. Ouais, je vais quand même donner une petite anecdote. Moi, quand je suis allé à Abu Dhabi, j'ai raté une semaine. Le prof, tranquille, j'ai pas eu d'examen, j'ai rien eu, nickel. Mais là c'était difficile. Mais je regrette pas parce que je devais le faire. Là, comme ça, j'avais pas de préoccupation pour les Europes. Donc, top. C'est juste la partie mentale, comme j'ai déjà dit, j'aurais pu travailler mieux peut-être. Ouais, mais l'énergie mentale ailleurs quoi. Ouais. Au lieu de stresser sur cette logistique, études et sport. Du coup, je reviens sur ce que tu disais, Henrik, sur le mode étudiant, parce qu'Alex et moi, on est passé par là aussi. Et alors, on l'a pas fait exactement de la même façon, parce que Alex, il a commencé le jiu-jitsu quand on était rentrés tous les deux à l'école de kiné. Ouais, la fin de la première année. À la fin de la première année de kiné. Moi, j'étais déjà enrôlé dans le jiu-jitsu depuis déjà quelques temps. Je crois que ça faisait déjà 1 an ou 2. Et du coup, j'ai géré ce concours de médecine en même temps que le jiu-jitsu. Et ça, c'était dur. Ça, c'est très fort. C'était dur, pourquoi ? Parce que à l'époque où il y avait PACES, et c'est plus ça maintenant, c'est pas assez je ne sais quoi, hein. À l'époque où il y avait PACES, c'était quand même un concours qui était très sélectif, donc c'était en fait comme à la compète, quoi. Fallait être en haut du panier pour accéder aux études de kiné. J'avais ça, et puis j'avais cette démangeaison du jiu-jitsu, que tout le monde m'a dit, Nico, tu prends tes kimonos, tu ranges, et je veux plus les voir. Non. Comment ça ranger dans mon sac? Ranger dans mon sac pour que je sois plus rapide pour partir à l'entraînement, comment ça? Mettre dans la voiture tout de suite, on fait comment? Et du coup, au final, il était hors de question que je pose mes kimonos. Et j'ai continué à faire ce concours. Alexandre croyait que j'étais un touriste. Non, mais est-ce qu'on peut. Non. Il venait à l'université en tongs, short et débardeur. Short de bain, débardeur. C'est vrai. En fait, j'étais prêt à aller. On dirait un maître nageur. Donc du coup, à cette époque de la fac de médecine, j'étais prêt à aller surfer, prêt à aller faire du jiu-jitsu, et c'était ça ma routine en fait. Il y avait surf, jiu-jitsu, et ça s'arrêtait là quoi. Mais du coup, je pouvais pas pousser, en tout cas, j'ai pas poussé l'idée à aller faire la compétition comme vous le faites, comme on le fait en ce moment. Mais c'est vrai que c'était un gros équilibre à trouver dans le sens où il y avait cette organisation de se réveiller tôt le matin, faire la muscu à 6h, aller à la fac et faire du jiu-jitsu. Et par contre, une fois que je sortais du jiu-jitsu, la journée, quand j'allais au jiu-jitsu, c'est que ma journée de travail était finie. Comme tu disais tout à l'heure, je ferme le cahier, c'est fait, j'en ferai pas plus, c'était programmé comme ça et c'était assez rigoureusement organisé. Quand on est arrivé à l'école de kiné, Alex et moi, après avoir eu le concours, en one shot, à ma grande surprise d'ailleurs, ça a changé un petit peu parce que là dans l'école on nous racontait que, encore une fois, Nicolas arrête avec ton jiu-jitsu parce que je commençais à donner des cours là-bas et j'avais besoin de savoir quels étaient les horaires pour aller donner les cours. Et en fait, les horaires changeaient selon qui semaine à semaine. D'une semaine à l'autre, les horaires changeaient, donc pas moyen de s'organiser. Ouais. Et c'est vrai que là, je me sentais un peu bloqué dans le sens où je me suis dit, il se moque de moi en fait. Il me laisse pas à la fois ni m'entraîner, ni travailler d'une façon. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Et en même temps, il y avait ces histoires de requins à La Réunion, et du coup, ça m'a amené, pour faire rapide, au Portugal. Et au Portugal, du coup, toi, tu as fait exactement le même mouvement finalement 1 an après. Tu as fait 1 an de jiu-jitsu, 1 an de kiné. Et tu as fait 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 1 an de kiné. Et tu
bah là on a quand même trouvé l'équilibre entre aller en cours et s'entraîner au jiu-jitsu et faire de la compétition. Et c'est vrai que c'est dur parce que tu as la responsabilité des examens, etc. Mais tu as quand même aussi certaines responsabilités dont tu es complètement exonéré et tu t'en rends compte après. Et du coup ça m'amène aujourd'hui à la situation de vie dans laquelle je suis en ce moment. Et pour la prépa Europe, en tout cas, ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'ai dû m'occuper beaucoup de la gestion de l'ouverture de l'académie, l'administratif, ce que ça implique, la communication sur laquelle on travaille beaucoup. Alex me supporte énormément. Et ça, c'est une énorme charge mentale parce que lancer un business à 7 semaines d'une compétition, en fait, ça prend énormément d'énergie. Ça prend juste énormément d'énergie. Laisser quitter son travail qui est assez confortable financièrement pour aller vivre du jiu-jitsu. En fait, ça me fait un peu sourire parce que au stage de l'équipe de France, j'ai entendu beaucoup les jeunes qui disaient qu'ils voulaient vivre du jiu-jitsu, mais sans avoir réellement conscience, j'ai l'impression en tout cas, c'est mon ressenti, que vivre du jiu-jitsu, ça ne veut pas dire gagner des compétitions. Aujourd'hui, vivre du jiu-jitsu, en gagnant des compétitions, malheureusement, je pense que tu ne payes pas le loyer. Ou difficilement, ou alors tu as des gros contrats et tu fais Thailand d'Alpra. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc il faut être un peu plus malin que ça. Ce stress d'ouverture d'académie, physique, de méta jiu-jitsu, ça m'a amené aussi à passer de élève à élève-prof aujourd'hui. Élève-prof, coach, qui sont 3 casquettes qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, quand je vais à la salle de jiu-jitsu, à la différence de vous, ce que vous avez l'opportunité de faire, de façon un peu plus libre, je dirais, j'y vais, mais vraiment pas pour moi en priorité. Et ça, il faut apprendre à distinguer les choses. Il faut apprendre à distinguer quand est-ce que Nico va pour s'entraîner et quand est-ce que Nico va pour aider à faire monter les niveaux des élèves qui sont à l'académie. Et ça, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Ça se juge de toute façon en kilos de transpiration dans le kimono. C'est assez rapide à voir de toute façon. Mais c'est de l'énergie mentale et c'est de la concentration et c'est pas mal de choses qui affectent aussi la performance en compétition d'une certaine façon. Et tout ça, ça m'a, en tout cas sur la prépa Europe, c'est beaucoup de facteurs qui sont mis en place et ça m'a amené à me blesser 2 semaines avant la compète. 2 semaines avant la compète, je suis pas sûr de pouvoir faire la compétition parce que je peux plus bouger, mon dos est bloqué et je peux plus. Donc là, mentalement aussi, il y a eu un gros impact sur, c'est au moment où je t'appelle, je te dis je peux même plus bosser sur... pas possible, soir comme ça c'était pas possible. Donc du coup j'ai eu un gros doute et ça a influencé aussi énormément tout le travail de championnat d'Europe, le premier en ceinture noire, les 10 minutes, tous les plus forts du jiu-jitsu de cette catégorie du monde qui sont là. Et c'est vrai que ça influence énormément du coup la performance. Ça c'est assez dingue. Et du coup j'étais dans un gros rythme de fatigue avec le risque de blesser. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces choses de conditions de vie dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi un facteur qui vient influencer de façon assez importante ce qu'on est capable de produire en compétition. Même si tu t'entraînes fort, tu es très fort mentalement, physiquement tu es au top, techniquement tu es bien, en fait il y a tous ces petits stress qui viennent affecter et ça je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que les gens ne doivent pas le négliger. C'est pas tout le monde qui peut passer sa vie, aller au jiu-jitsu et compter sur les autres pour tout décharger. Et ça se passe pas comme ça réellement dans la vraie vie. D'autant plus que, je parlais de la casquette coach, que je différencie un petit peu de la casquette prof, qui est en fait que le championnat d'Europe, heureusement et malheureusement, ça se passe sur une semaine. Donc tous les jours, on a quasiment une ceinture qui passe, en gros. Donc c'est-à-dire que tous les jours, au lieu d'être sur ma prépa et me dire je vais me préparer, me reposer et faire ma vie, ok, je mets la vie de l'académie un peu sur stand-by, parce que heureusement on a Poivron qui a pu assurer les cours. Mais non, c'est pas fini en fait. Je pense toujours pas à moi en fait. Tant que tous les élèves sont pas passés, c'est pas Nico encore au milieu de l'histoire. Et si tu as une team de compétition qui commence depuis la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron, ça veut dire que tu t'arrêtes pas. Et si tu as des ceintures noires, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et du coup, c'est ça un peu l'idée. Donc j'ai dû même finir ma prépa à compète pendant la semaine de compétition, puisque ceinture noire ça commence le samedi. Tout ça en ayant encore mal au dos, mais j'ai pu y aller quand même. Et c'est vrai que c'est pas mal de facteurs qui ont influencé. Alors je mets pas toute la faute sur ça du fait d'avoir perdu, c'est pas du tout une excuse, mais je pense que ce sont des facteurs vraiment qu'il faut considérer
et qui se rapproche un peu plus de monsieur et madame tout le monde qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui que ce qu'on veut bien voir à la télé avec l'équipe de Melky Galvan. Ça, c'est un truc, tout à l'heure, il disait je suis parti regarder le compte Instagram de mon adversaire avant de combattre. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et parce que tu vas te comparer à une image qu'une petite partie de sa vie qui veut bien pouvoir te montrer, tu vois. Sachant que Instagram, c'est le réseau social de tout le monde est champion sur Instagram, tu as l'impression. Ouais, tout le monde est champion du monde. Tout le monde est champion du monde, tout le monde sait faire de belles techniques, tout le monde est super chaud dans le jiu-jitsu. Et donc du coup, si tu te donnes une impression, waouh, mais en fait ils sont tous chauds et moi en fait je sais pas faire tout ça, mais ça va pas du tout. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que même si on... Qui sont les plus médiatisés? L'équipe de Melky Galvan, Thailand Dapra, Kolabat. C'est bien d'avoir ça comme image de champion, mais il faut comprendre aussi que on n'a pas les mêmes, on joue pas dans la même cour, et du coup faut pas se dire pour être champion du monde, pour pouvoir faire cette compétition, je vais avoir besoin d'un coach, d'un nutritionniste, de ceci ou de cela. Non, avec ce que j'ai, comment je peux m'organiser. Compose avec ce que la mentalité est différente, la vibe est différente. C'est pas il me faut, c'est avec ce que j'ai, comment je pourrais m'organiser. Et là, je pense que ça donne un tout autre sens à la préparation. On a moins, toujours dans peut-être par rapport à ça, je joue aussi à l'aspect mental. On se décharge pas mal de trucs, on se retire pas mal de pression avec cette mentalité-là. J'ai l'impression que c'est avoir un esprit un peu plus ouvert que de rester sur cette idée de comparaison tout le temps. Donc voilà, peut-être ça va être le mot de la fin pour conclure ce podcast. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Non. Je pense que c'était un podcast qui était hyper riche, il y a eu beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, 4 thèmes, on a pu vraiment s'exprimer comme on voulait. Donc si c'est le mot de la fin, les gars, j'espère que ce podcast-là vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le avec vos potes du Jiu-Jitsu. N'hésitez pas à suivre la chaîne Méta Jiu-Jitsu sur YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram aussi, où on est présent. On a un site aussi qui s'appelle metajjb.com où vous retrouverez des informations selon nos séminaires, les différents produits qu'on vend, que ce soit les séminaires eux-mêmes, du coaching ou le merch qu'on met en place avec des t-shirts comme vous pouvez voir sur Nico, Henrik et sur moi-même, avec différentes coloris. Que ce soit pour... récemment, on a travaillé dessus et on a pu sortir de nouveaux produits. Notamment pour avoir une ligne féminine et une ligne masculine avec de nouvelles couleurs, et j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Allez-y, jetez un œil. Et pour ceux qui seraient encore intéressés, je ne sais pas si ce podcast là sortira à temps, j'espère que si. Samedi 4 février, on va donner un séminaire, Henrik et moi, à Toulouse, à l'Académie Méta Jiu-Jitsu. Vous retrouvez les informations, la localisation, etc. dans la description. Ce sera de 13h à 16h et on vous parlera de tous les concepts et détails qu'on aura pu accumuler au fil de ces années sur comment développer une garde agressive et toujours aller chercher la finalisation. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast encore une fois. On se retrouve très bientôt et peace. Os.